le son d'une Porsche 911 louée, s'écrasant contre l'avant d'une Bugatti Chiron Pure Sport d'une valeur de 4,7 millions de dollars, n'est pas quelque chose que l'on n'oublie jamais. C'est un craquement écœurant, extrêmement coûteux, de fibres de carbone sur mesure qui se brisent, de supports en aluminium qui se cassent, et de boîtiers LED qui explosent. Cela s'est produit précisément à 22h15, un dimanche soir. L'air nocturne était lourd et humide, le genre de soirée texane où la chaleur stagne sur le béton. Je me tenais dans l'allée de mes parents, complètement figé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas couru vers l'épave. Je suis resté là, immobile, à regarder l'avant du cadeau que je m'étais fait pour mon anniversaire se faire complètement écraser. Mais le son le plus effroyable dans cette allée n'était pas celui du métal qui se déchirait. C'était le son qui venait du porche d'entrée. Balthazar et Cresa, mes parents, se tenaient sous la lumière jaune du porche, des verres de vin bon marché à la main, et ils riaient. Ils riaient vraiment. Mon jeune frère, Kellen, est sorti du côté conducteur de sa Porsche. Il avait 36 ans, mais il arborait toujours le sourire suffisant et arrogant d'un adolescent qui savait que ses parents le tiraient de n'importe quel pétrin. L'odeur de tequila bon marché émanait de lui à 3 mètres de distance, se mêlant à l'odeur du liquide de refroidissement qui s'échappait de mon pare-choc avant détruit. Il trébucha légèrement, repoussa du pied un morceau de mon phare personnalisé brisé, et s'appuya contre la portière de sa voiture. « Arrête de louer des voitures bidons pour te donner de l'importance, et vendez, ricana-t-il, sa voix assez forte pour que les voisins l'entendent. Dans cette maison, tu ne seras toujours qu'un simple mécanicien. N'essaie pas de jouer dans ma cour. » Je l'ai regardé. J'ai regardé les dégâts. L'avant complet de la Bugatti, un chef-d'œuvre d'ingénierie de perfection aérodynamique, était fissuré en plein milieu. La fibre de carbone exposée était éclatée comme du plastique bon marché. Une personne normale aurait perdu la tête. Une personne normale l'aurait plaqué au sol, aurait appelé la police, ou aurait fait une scène en plein milieu de la pelouse. Mais je suis ingénieur structurel aérospatial. Je ne panique pas quand les choses se cassent. J'analyse la résistance à la rupture des matériaux, je calcule le point de défaillance, et je détermine comment démonter la structure compromise en toute sécurité. À ce moment précis, je regardais la structure compromise de toute ma famille et j'ai réalisé qu'il était temps de la démanteler complètement. Sur le porche, ma mère a pris une gorgée de son vin et a agité sa main libre d'un geste dédaigneux. « Oh, ne sois pas si dramatique, et vendez » a-t-elle lancé, ricanant légèrement. Dis simplement à la société de location qu'il y a eu une défaillance mécanique. Ils ont une assurance pour ce genre de choses. Ne gâche pas le week-end de ton frère juste parce que tu voulais te montrer. Je ne lui ai pas dit un mot. Je n'ai pas regardé mon père, qui secouait la tête avec un large sourire, visiblement amusé par le petit coup de Kellen. Au lieu de cela, j'ai lentement levé mon bras gauche. J'ai tapoté l'écran de mon Apple Watch. La Bugatti n'est pas seulement une voiture rapide. C'est un superordinateur roulant. Le véhicule est équipé d'un système de caméra de sécurité à 360 degrés, en résolution 4K, directement intégré au châssis. Il dispose de microphones omnidirectionnels capables de capter un murmure à 6 mètres de distance. Et le meilleur, c'est que chaque image vidéo et chaque décibel audio est instantanément téléchargé sur un serveur cloud satellite sécurisé, dès que les capteurs de collision sont activés. J'ai vu la petite icône de confirmation apparaître sur mon poignet. Le téléchargement était terminé. La séquence était en sécurité. L'audio de leur rire, le son de l'accident, et la confession de dommages intentionnels de Kellen, altérés par l'alcool, étaient tous parfaitement conservés dans le coffre-fort numérique. J'ai regardé Kellen. Sa poitrine était bombée. Il attendait que je réagisse, qu'on le voie jouer le rôle que j'avais toujours joué dans cette famille, le souffre-douleur, le grand frère invisible qui absorbait les coups pour que l'enfant prodige puisse briller. Mais ce soir, les choses étaient différentes. Je n'étais plus le pauvre mécanicien qu'il croyait. Et ce n'était pas une voiture de location. Je lui ai juste souri, un sourire calme et froid qui a fait vaciller le rictus sur son visage pendant juste une fraction de seconde. J'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti la clé électronique, élégante et lourde, et j'ai appuyé sur le bouton de verrouillage. Les feux de la Bugatti ont clignoté une fois. Ma famille pensait qu'elle venait de gâcher mon dimanche soir avec une farce inoffensive. Ils pensaient m'avoir remis à ma place. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils venaient de me donner l'allumette pour réduire leur vie en cendres.
Jusqu'où iriez-vous pour protéger l'illusion de votre propre supériorité? Pour comprendre pourquoi un homme qui possède une hypercar de 4 700 000 $ laisse sa famille le traiter comme de la poussière dans une allée, il faut remonter 15 ans en arrière. Il faut comprendre l'architecture de ma famille. En ingénierie structurelle, il existe un concept appelé porteur. Dans notre maison, j'étais le mur porteur et Kellen était le lustre décoratif. J'existais uniquement pour soutenir le toit, afin que tout le monde puisse admirer son éclat. En grandissant, le 2 poids, 2 mesures n'était pas seulement perceptible, il était suffocant. Je me souviens d'avoir eu 22 ans, de terminer mon projet final pour mon diplôme d'ingénieur. J'avais besoin d'une carte de microcontrôleur spécifique qui coûtait 500 $. Je suis allé voir mon père, Balthazar, et lui ai demandé si je pouvais lui emprunter l'argent, promettant de le rembourser avec mes salaires de l'atelier automobile du campus. Il m'a regardé par-dessus son journal, a soupiré lourdement, et a écrit le chèque. Mais le lendemain matin, j'ai trouvé ce chèque déchiré en minuscules morceaux au fond de la poubelle de la cuisine. Quand je lui en ai parlé, il a dit que ma mère et lui en avaient discuté et avaient décidé que je devais apprendre la valeur du travail acharné. La semaine suivante, ils ont co-signé un tout nouveau prêt de 30 000 $. Et ainsi, Kellen, qui avait 16 ans et venait de rater ses maths, a pu avoir une nouvelle voiture de sport brillante pour aller au lycée. C'était la dynamique. J'étais le bourreau de travail. Il était le cheval d'exposition. Il m'appelait le sale mécanicien, le mécano, le type qui aimait se salir les mains. Ils n'ont jamais pris la peine de comprendre que je ne me contentais pas de réparer des voitures. Je concevais des systèmes de propulsion. Le véritable tournant s'est produit quand j'avais 27 ans. J'avais passé 3 ans à travailler dans un garage humide et glacial, à développer un nouveau type de revêtement en alliage résistant à la chaleur pour les moteurs aérospatiaux. C'était hautement technique, incroyablement ennuyeux pour quiconque en dehors de l'industrie, et absolument révolutionnaire. Je l'ai breveté. 6 mois plus tard, un grand entrepreneur de la défense a acheté le brevet pour la somme stupéfiante de 20 millions de $. J'étais riche. Instantanément, incroyablement riche. Je me souviens du jour où les fonds sont arrivés sur mon compte. J'étais assis dans mon vieil appartement, fixant l'écran, les larmes aux yeux. J'ai pris mon téléphone et appelé mes parents. Je voulais partager cette victoire, je voulais entendre ma mère me dire qu'elle était fière de moi. Kreza a répondu à la deuxième sonnerie. « Maman, tu ne croiras pas ça » ai-je commencé, ma voix tremblant d'excitation. « Je viens de vendre mon projet, je suis tiré d'affaire pour la vie. Je veux t'inviter, toi et papa, à dîner aussi. » Elle m'a coupé avant que je ne puisse terminer la phrase. « Oh, et Vendée, c'est gentil, chérie » a-t-elle dit sur un ton complètement neutre. « Mais écoute, je ne peux pas parler maintenant. Kellen vient de signer son premier grand bail pour un appartement de luxe en centre-ville, et nous l'emmenons manger un steak pour fêter ça. Il se débrouille tellement bien dans l'immobilier. Tu devrais vraiment lui demander des conseils de carrière un de ces jours, au lieu de toujours jouer avec tes outils. Bref, il faut que j'y aille. Clic. Elle a raccroché. Je suis resté là, dans le silence de mon appartement, tenant un téléphone qui venait de me connecter à la réalité de mon existence. Peu importait que je gagne 20 $ ou 20 millions de $. Pour eux, je ne serais jamais assez bien. Si je leur parlais de l'argent, ils ne me respecteraient pas. Ils me verraient simplement comme un distributeur automatique pour les améliorations de style de vie sans fin de Kellen. Alors, j'ai fait un choix. J'ai décidé de leur donner exactement ce qu'ils voulaient voir. J'ai mis en place un réseau complexe de fiducies aveuglées de sociétés écrans, avec l'aide d'un brillant avocat en gestion de patrimoine nommé Linder. J'ai investi les 20 millions. Cela a grossi jusqu'à 50, puis 100, puis plus. J'ai acheté un domaine immense et ultra sécurisé dans les collines du lac Travis, complètement caché des registres publics. Mais chaque fois que j'allais à des réunions de famille, je conduisais mon vieux Ford F-150 rouillé et cabossé. Je portais des chemises en flanelle délavées et des bottes éraflées. Je les laissais se plaindre de mon manque d'ambition. Je restais assis tranquillement à table pendant que Kellen se vantait de ses commissions immobilières et de ses montres chères. Je jouais parfaitement le rôle de l'ouvrier en difficulté. Je les laissais vivre dans l'illusion de leur supériorité parce que c'était plus facile que de mener une bataille que je ne pourrais jamais gagner. J'étais à l'aise dans l'ombre. J'aimais ma vie tranquille.
Mais le problème de vivre dans l'obscurité pendant 15 ans, c'est qu'un jour, on veut voir ce qui se passe quand on allume la lumière. Et ce soir, pour mon 42e anniversaire, j'ai décidé d'allumer la lumière la plus brillante que je possédais. Mais quand on expose une famille construite sur des mensonges à la vérité aveuglante, ouvre-t-il les yeux, ou essaie-t-il simplement de briser l'ampoule? Le désastre dans l'allée ne s'est pas produit de nulle part. C'était le point d'ébullition d'une cocotte qui avait mijoté pendant 3 heures angoissantes. Permettez-moi de vous ramener à 19 heures ce soir-là. C'était mon anniversaire. Pas un événement marquant, juste 42 ans. Mais je me sentais bien. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, j'ai décidé que j'en avais marre de jouer le mécanicien en difficulté. Je ne voulais plus porter la flanelle délavée. J'ai enfilé un costume Tom Ford sur mesure, une montre Patek Philippe discrète mais incroyablement chère, et je suis descendu dans mon garage souterrain. J'ai contourné le vieux Ford F-150 et me suis dirigé directement vers la Bugatti. C'était un chef-d'œuvre en argent mat et fibre de carbone apparente. Je l'ai acheté comme un rappel à moi-même que j'avais bâti mon propre empire à partir de zéro. J'ai conduit les 45 minutes du lac Trévis jusqu'au modeste quartier résidentiel de mes parents. Lorsque j'ai fait entrer cette hypercar rugissante et surbaissée dans leur allée de béton fissuré, toute la rue a semblé vibrer. J'ai garé la voiture, coupé le moteur, et suis sorti. Balthazar, Kreza et Kellen étaient déjà sur le porche. Leur visage affichait une expression que je chérirai toujours. C'était un mélange de choc absolu, de profonde confusion, et d'un éclair soudain et vif de pure jalousie non dissimulée. Pendant environ 10 secondes, personne n'a dit un mot. Ils ont juste fixé la voiture, puis mon costume, puis de nouveau la voiture. Mais le cerveau humain est une chose étrange. Quand il rencontre une information qui brise complètement sa vision du monde, il essaie immédiatement de distordre cette information pour la faire correspondre à l'ancienne narration. Kellen s'est rétabli le premier. Il a lâché un rire fort et odieux. « Waouh, et Vendée » a-t-il crié, descendant les marches avec une bière à la main. « Quelle société de location t'a laissé partir avec ça? Tu as dû épuiser toutes tes cartes de crédit juste pour l'avoir ce week-end, n'est-ce pas ?» Mon père a hoché la tête immédiatement, soulagé qu'il y ait une explication logique. « Honnêtement, mon fils, » a grogné Balthazar, croisant les bras. « C'est un peu irresponsable, tu ne crois pas? Dépenser l'argent que tu as durement gagné à l'atelier pour un accessoire d'une nuit. Tu dois commencer à penser à la retraite, pas à faire semblant d'être un milliardaire. » Je ne les ai pas corrigés. J'ai juste offert un sourire tendu et suis entré dans la maison. L'atmosphère à l'intérieur est devenue instantanément toxique. La Bugatti garée dans l'allée était comme un énorme éléphant argenté dans la pièce, qui écrasait l'ego fragile de Kellen. Il ne pouvait s'empêcher de la regarder par la fenêtre d'entrée. Le dîner fut une leçon magistrale d'agression passive. Ma mère a servi du roast beef sec et a immédiatement centré la conversation sur Kellen. « Oh, Kellen vient d'avoir une nouvelle annonce dans le quartier financier », a-t-elle rayonné, en passant les pommes de terre. C'est une propriété de 2 millions de dollars. Il traite maintenant avec des clients très haut de gamme. Kellen s'est penché en arrière sur sa chaise, faisant tourner son verre de vin. Oui, c'est un marché difficile, mais quand on opère à mon niveau, les gens s'attendent à un certain standing. Il m'a regardé, un sourire condescendant sur son visage. C'est pourquoi j'ai loué la Porsche. Ça montre la réussite. On ne peut pas arriver à une affaire de plusieurs millions de dollars dans un pick-up rouillé. Bien que, je suppose que si tu ne fais que des vidanges toute la journée, le camion est bien. Au fait, combien t'a coûté ce costume? Tu l'as eu à prix réduit dans une friperie? J'ai pris une lente bouchée de ma nourriture. Il est sur mesure, Kellen, ai-je dit calmement. Il a ricané. D'accord. Écoute, mec. Si tu as des difficultés, dis-le. Tu n'as pas à nous faire ce faux-semblant. Nous savons qui tu es. Nous t'acceptons, même si tu n'es pas vraiment un flambeur. L'audace de ces mots était stupéfiante. Il était assis là, noyé dans les dettes, donnant des leçons à un homme qui pourrait acheter toute sa société de courtage avec de la petite monnaie. Mon père a ajouté, pointant sa fourchette vers moi. Ton frère a raison, et Vendée. Arrête d'essayer de rivaliser avec lui. Vous avez des chemins différents dans la vie. Accepte ta voie. Le reste du dîner fut agonisant. Kellen buvait sans cesse, sa voix devenant plus forte,
ses insultes plus acerbes. Il était profondément insécure, et la présence de cette voiture dehors le rongeait. Il avait besoin de se prouver, et de prouver à nos parents, qu'il était le fils supérieur. Il devait me tirer vers le bas dans la boue pour pouvoir se tenir sur mes épaules. Au moment où je me suis levé pour partir à 22 heures, l'air était lourd de ressentiment. Kellen m'a suivi jusqu'à la porte, chancelant légèrement, les yeux rivés sur la Bugatti. C'était une cocotte minute d'envie, et la soupape était sur le point de sauter. La question était de savoir qui allait se brûler quand elle exploserait enfin. La lumière du Porsche a vacillé légèrement alors que nous sortions de la maison. L'humidité semblait plus lourde maintenant, suffocante. Je voulais juste monter dans ma voiture, retourner à mon sanctuaire, et oublier que cette famille existait pendant encore 6 mois. J'ai déverrouillé la Bugatti, les phares s'allumant, illuminant le pavé fissuré de l'allée. Kellen est passée devant moi, traînant sa main le long du côté de sa Porsche 911. C'était une belle voiture, certes, mais à côté de la Chiron, elle ressemblait à un jouet d'enfant, et Kellen le savait. L'alcool dans son système alimentait un besoin désespéré d'affirmer sa domination. Et, sale mécanicien, a-t-il crié, ces mots se mélangeant. Voyons ce que cette voiture de location peut vraiment faire. Démarre-la. Faisons la course sur l'avenue. Je veux voir si tu sais même manier un vrai moteur. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de porte en fibre de carbone. J'ai regardé par-dessus le toit de la voiture. Kellen, tu es ivre. Rentre. Tu tiens à peine debout, sans parler de conduire. Son visage est devenu rouge foncé. Le sourire a disparu, remplacé par un éclair de colère laide et débridée. Son ego avait été blessé toute la nuit, et se faire dire quoi faire par son grand frère raté était la limite absolue. Ne me dis pas quoi faire, espèce de raté, a-t-il crié, me pointant du doigt. Tu penses que parce que tu as loué une voiture de luxe pour la nuit, tu peux me parler de haut? Je suis maître de ma vie. Toi, tu la simules. Balthazar et Kreza sont sortis sur le Porsche, attirés par les cris. Kellen, calme-toi, a dit mon père, bien que sa voix manquât de toute autorité réelle. Et Vendée, va-t'en. Tu contraries ton frère. J'ai secoué la tête, dégoûté. J'ai ouvert la portière de la Bugatti et me suis glissé sur le siège conducteur. Je n'ai pas encore démarré le moteur. Je voulais juste fermer la porte et les exclure. Mais avant que je ne puisse refermer la porte, j'ai entendu le rugissement agressif du moteur de la Porsche qui démarrait. J'ai levé les yeux à travers le pare-brise. Kellen s'était jeté sur le siège conducteur de sa voiture. Il a claqué la porte. Il m'a regardé à travers la vitre, ses yeux sauvages et furieux. Il a enclenché la marche arrière. Il ne reculait pas simplement. Il a enfoncé l'accélérateur à fond. Les pneus arrière de la Porsche crissaient contre le béton, patinant une fraction de seconde avant de trouver de l'adhérence. La voiture a démarré en arrière. Il n'essayait pas de partir. Il avait parfaitement orienté le volant. Il visait directement le quart avant de ma voiture. J'ai eu exactement 2 secondes pour assimiler ce qui se passait. J'ai calé mes mains contre le volant. L'impact fut violemment fort. Le pare-choc arrière de sa Porsche s'est écrasé directement contre l'avant en fibre de carbone sur mesure de la Bugatti et l'ensemble du phare côté conducteur. Le son du métal qui se déchirait et des composites qui se brisaient a résonné dans la rue suburbaine tranquille. Ma voiture a été secouée violemment, la suspension a absorbé le choc, mais les dégâts étaient faits. Kellen a freiné brusquement, mettant sa voiture en position de stationnement. Il est resté là un instant, respirant lourdement avant d'ouvrir sa portière et de sortir. Il a examiné les pavés, lentement, ce sourire arrogant et écœurant est revenu sur son visage. Cela nous ramène au moment dans l'allée. Le moment où le métal a cessé de craquer et où les rires ont commencé. Oh, ne sois pas si dramatique, et Vendée, a ricané ma mère depuis le Porsche, tenant son verre de vin. Dis simplement à la société de location qu'il y a eu une défaillance mécanique. Ils ont une assurance pour ce genre de choses. Ne gâche pas le week-end de ton frère juste parce que tu voulais te montrer. Je suis resté un instant de plus dans la Bugatti. J'ai regardé l'écran d'infodivertissement. Le système avait automatiquement enregistré l'événement de collision. J'ai tapoté l'écran, affichant la lecture de la caméra frontale. La vidéo était d'une clarté cristalline en résolution 4K. Elle montrait Kellen montant dans sa voiture.
Elle le montrait regardant directement ma caméra, son visage tordu de colère. Elle montrait le tour délibéré du volant. Elle montrait l'accélération intentionnelle et l'audio. Les microphones ambiants avaient tout capté. Son insulte bredouillée, le crissement des pneus, et, pire que tout, les rires de mes parents immédiatement après l'impact. Je suis sorti de la voiture. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas donné de coup de poing. J'ai juste regardé les trois se tenant là, si incroyablement confiants dans leur propre impunité. Ils pensaient avoir simplement rayé une voiture de location et m'avoir remis à ma place. Ils pensaient que le pire qui pourrait arriver était que je perde une caution. J'ai vérifié ma montre pour confirmer le téléchargement sur le cloud. Les fichiers étaient verrouillés. Les preuves étaient irréfutables. J'ai regardé Kellen, j'ai souri froidement, et j'ai verrouillé les portes. Les ingénieurs ne pleurent pas sur les machines cassées. Nous trouvons la cause profonde de la défaillance et nous l'éliminons définitivement. Êtes-vous prêt à voir ce qui se passe quand le bouc émissaire cesse enfin de prendre les coups? Le retour au lac Travis fut les 45 minutes les plus silencieuses de ma vie. J'ai respecté la limite de vitesse. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste écouté le sifflement subtil du vent s'engouffrant sur la fibre de carbone brisée et dentelée à l'avant de ma voiture. C'était le son d'une famille fracturée se brisant enfin complètement. J'ai garé ma voiture devant mon domaine. Les massifs portails en fer forgé s'ouvrirent silencieusement. Reconnaissant le transpondeur de la Bugatti, j'ai descendu la longue allée bordée d'arbres et je me suis garé dans le garage souterrain, entouré de ma collection immaculée de supercars vintage et modernes. La Bugatti ressemblait à un soldat blessé parmi elles. Je suis monté à l'étage, dans mon bureau principal, une pièce immense avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur les eaux sombres du lac. Je me suis versé un seul verre de bourbon pur, je me suis assis à mon bureau, et j'ai ouvert mon ordinateur portable chiffré. Il était 23 heures un dimanche soir, mais je savais que mon avocat en gestion de patrimoine, Linder, répondrait. Je lui versai un honoraire de 7 chiffres précisément pour qu'il réponde. Le téléphone a sonné 2 fois. Bonsoir, Evandé, la voix calme et professionnelle de Linder est passée par le haut-parleur. À quoi dois-je le plaisir à cette heure, Linder, ai-je dit, ma voix calme et froide. Il est temps de tout arrêter. Tout. Il y eut une brève pause sur la ligne. J'ai entendu le léger cliquetis d'un clavier alors que Linder ouvrait mon dossier principal. Êtes-vous absolument certain, a-t-il demandé. Une fois que nous aurons initié les protocoles de retrait, l'onde de choc financière sera immédiate et catastrophique pour les bénéficiaires. Je suis certain. Laissez-moi vous expliquer la gravité de ce que j'étais sur le point de faire. C'était le secret que je leur avais caché pendant 10 ans. L'ironie suprême de l'arrogance de ma famille. Mon frère Kellen était un agent immobilier. Oui, mais un terrible. Il vivait drastiquement au-dessus de ses moyens, louant des voitures chères, des condos haut de gamme, et contractant d'énormes prêts pour financer un style de vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Il y a 5 ans, il a fait défaut sur 3 prêts commerciaux majeurs. Il était à quelques jours de la faillite totale et de potentielles accusations de fraude. Pour le sauver, j'avais demandé à Linder de créer une société de capital risque anonyme. Cette firme anonyme a racheté les mauvaises dettes de Kellen. Pendant les 5 dernières années, mon argent avait discrètement agi comme garant pour toute sa vie. 3,2 millions de dollars de dettes toxiques, tenues à distance uniquement parce que je le permettais. Et mes parents, Balthazar et Cresa, pensaient qu'ils vivaient confortablement avec leur maigre pension. Ils ne l'étaient pas. Il y a 10 ans, mon père a fait un investissement désastreux qui anéantit leurs économies de retraite. Sans leur dire, j'ai racheté le prêt hypothécaire de leur maison par l'intermédiaire d'une société écran. De plus, ma fiducie anonyme payait 180 000 dollars par an pour couvrir leurs taxes foncières, leur assurance maladie haut de gamme, et leurs renflouements inexpliqués de cartes de crédit. J'étais le filet de sécurité invisible qui empêchait toute la famille de toucher le fond. Je payais le sol sur lequel ils marchaient, et ils utilisaient ce sol pour me regarder de haut. Plus maintenant. Initier l'appel de dette sur le portefeuille de Kellen, ai-je instruit Linder. Je veux que les 3,2 millions de dollars soient réclamés. Préavis standard de 14 jours. Contactez également la concession Porsche. Il vient de commettre un vandalisme intentionnel de véhicules sur leurs biens loués. Ils voudront le savoir. Compris, a répondu Linder, son ton tout à fait professionnel. Et la fiducie pour les aînés?
Annuler les primes d'assurance maladie, arrêter les paiements automatiques des taxes foncières, et rédiger un avis d'expulsion pour la maison. Ils sont officiellement en défaut de paiement sur leur prêt hypothécaire. Cela a été fait en quelques clics sur un clavier. L'illusion de leur supériorité était effacée. Le robinet d'argent était coupé. Ils avaient passé 15 ans à me traiter comme un chien errant, complètement inconscient qu'ils vivaient dans la maison que j'avais construite, mangeant la nourriture que j'avais achetée, conduisant les voitures que j'avais garanties. J'ai pris une gorgée de bourbon. La sensation de brûlure dans ma poitrine ressemblait au début d'un feu purificateur. J'ai fermé l'ordinateur portable. Mes parents m'avaient dit d'accepter ma place dans la vie. Kellen m'avait dit que je serais toujours un loser. Demain matin, ils allaient se réveiller et réaliser exactement quelle était ma place. Et ils allaient réaliser que le « loser » était la seule chose qui les empêchait de se noyer. Quand la marée se retire, on voit enfin qui nageait nu. Et ma famille était sur le point d'être exposée au monde entier. Le lundi matin est arrivé avec la clarté lumineuse et impitoyable d'un lever de soleil texan. J'étais debout à 6 heures, assis dans mon bureau avec une tasse de café noir frais. Le détachement émotionnel que je ressentais était surprenant. Il n'y avait ni tristesse, ni culpabilité persistante. J'étais un ingénieur exécutant un ordre de démolition. À précisément 8 heures, j'ai fait ma première action en dehors des manœuvres financières de l'Inder. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai initié un appel vidéo avec mon expert en sinistre privé du conglomérat d'assurance automobile de luxe qui gérait ma flotte. Son nom était Marcus, un homme qui traitait exclusivement des actifs de plusieurs millions de dollars. « Et Vendée, bonjour », a dit Marcus, l'air affûté dans son bureau. « J'ai reçu votre déclaration de sinistre préliminaire hier soir. Une collision impliquant la Chiron Pure Sport. J'espère sincèrement que vous êtes indemne. » Je vais parfaitement bien, Marcus. La voiture, en revanche, non. Je vous ai envoyé les données de télémétrie, le rapport de collision, et les images de la dashcam du système embarqué du véhicule. J'ai regardé Marcus sur l'écran alors qu'il ouvrait les fichiers. Son expression professionnelle et neutre a lentement viré à l'incrédulité la plus totale en regardant la vidéo 4K. Il a vu le visage de Kellen. Il a vu le tour délibéré du volant. Il a entendu l'accélération. Il a entendu l'impact et les rires. « Mon Dieu », a murmuré Marcus, se penchant plus près de son moniteur. « Et Vendée, ce n'est pas un accident de la route. C'est une destruction de propriété intentionnelle et malveillante. » Je sais. Quel est le protocole? Marcus s'est assis en arrière, son visage se durcissant d'une cruauté d'entreprise. Le protocole est rapide et sévère. Parce que les images démontrent clairement une intention préméditée de causer des dommages, l'assurance responsabilité civile de l'autre conducteur est complètement annulée. L'assurance couvre les accidents, pas les actes criminels. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour lui, ai-je demandé, en sirotant mon café. Cela signifie que notre service juridique interviendra directement, a expliqué Marcus. Nous couvrirons vos réparations immédiatement, bien sûr, mais nous subrogerons la réclamation. Nous allons le poursuivre personnellement pour le montant total des dommages, plus les frais de justice. Nous mettrons des saisies sur ses comptes bancaires, saisirons ses salaires, et confisquerons ses biens si nécessaire pour récupérer la perte. Compte tenu de l'étendue des dégâts sur l'avant en fibre de carbone sur mesure de la Bugatti, Marcus a marqué une pause, tapant rapidement sur sa calculatrice, avec les pièces, la main-d'œuvre de technicien Molchiem certifié, et la diminution de valeur. Vous parlez d'une estimation initiale d'au moins 850 000 $. Envoyez la facture à son adresse, ai-je dit calmement. Et Marcus, n'offrez aucun règlement à l'amiable. Pas question, et Vendée. Nous lui remettrons les documents avant midi aujourd'hui. J'ai mis fin à l'appel. 850 000 $. Ce n'était que la facture de réparation. Cela ne prenait même pas en compte l'appel de dette de 3,2 millions de dollars que l'Inder déchaînait, ni le défaut de paiement du prêt hypothécaire sur la maison de mes parents. À 9 h ce lundi matin, Kellen se réveillait probablement dans son coûteux appartement loué, probablement en pleine gueule de bois, complètement inconscient du fait que toute son existence était en train d'être démantelée par des avocats d'entreprise et des requins de l'assurance. Il pensait être intouchable parce que nos parents avaient passé toute sa vie à le protéger des conséquences de ses actions. Mais Balthazar et Kreza ne pouvaient pas le protéger de ça. Ils ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes.
Je suis descendu au garage et je me suis tenu devant la Bugatti. La fibre de carbone dentelée ressemblait moins à une blessure aujourd'hui, et plus à une cicatrice de bataille. Un sacrifice nécessaire pour enfin briser l'illusion. Le moteur de la justice avait été démarré, et il tournait à plein régime. Il n'y avait pas de frein. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé mon journal d'appel. Rien encore. Les institutions financières de la côte étaient ouvertes depuis 2 heures. Ce n'était qu'une question de temps avant que le premier domino ne tombe, et que les notifications ne commencent à affluer sur le téléphone de Kellen. Je me suis demandé quel coup allait tomber en premier. L'ordre de saisie pour la Porsche, le procès de 850 000 $, ou le recouvrement de dettes de 3 millions de $. C'est une sensation étrange de détenir le pouvoir absolu de ruiner les gens qui partagent votre sang. Mais quand ces mêmes personnes ont passé toute votre vie à vous traiter comme de la saleté sous leurs chaussures, la ruine ressemble beaucoup moins à une tragédie et beaucoup plus à jeter les ordures. Si cette histoire de gérer des membres de famille toxiques et de s'affirmer résonne en vous jusqu'à présent, veuillez envisager de soutenir la chaîne. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, et faites-moi savoir dans les commentaires de quelle ville ou de quel état vous regardez aujourd'hui. Chaque interaction aide à diffuser ces histoires à davantage de personnes qui pourraient avoir besoin de les entendre. Maintenant, revenons aux retombées. Le piège était complètement tendu. Tout ce que j'avais à faire, c'était de m'asseoir et d'attendre que les rats réalisent qu'ils étaient enfermés dans la cage. La première secousse du tremblement de terre a frappé Kellen à précisément 10 heures du matin. J'étais assis à mon bureau, surplombant le lac, observant les relevés sur mon tableau de bord financier chiffré. La firme de Linder travaillait avec la précision d'une frappe militaire. Je pouvais pratiquement voir les dominos tomber en temps réel. Mais pour vraiment comprendre la panique totale qui a dû s'emparer de mon frère, il faut imaginer sa matinée. Kellen s'est réveillé avec un mal de tête lancinant, cherchant probablement son téléphone pour consulter ses réseaux sociaux, s'attendant à une autre journée à faire semblant d'être un magnate de l'immobilier. Au lieu de cela, il a été accueilli par un email avec un drapeau rouge de haute priorité du Luxury Auto Group, où il avait loué sa Porsche. L'objet disait « Résiliation immédiate du contrat et saisie des biens ». Parce que j'avais déposé le rapport de vandalisme criminel directement auprès du conglomérat d'assurance, l'agence de location était légalement obligée de rompre leur contrat. Il avait violé les clauses de moralité et d'activité criminelle de son bail. Ils exigeaient le retour immédiat de la Porsche 911 ainsi qu'une pénalité de 25 000 $ pour rupture de contrat, payable dans les 48 heures. S'ils ne remettaient pas le véhicule avant midi, ils le signaleraient comme volé. Mais ce n'était qu'une petite coupure de papier comparée à la lame de guillotine qui est tombée 10 minutes plus tard. À 10h15, Kellen a reçu un appel téléphonique de l'agent de crédit principal de sa banque commerciale. Je le sais parce que Linder surveillait le transfert de dettes. Pendant 5 ans, ma société de capital risque anonyme avait agi comme seule garante des investissements immobiliers défaillants de Kellen. Nous détenions les papiers de 3,2 millions de $ de dettes toxiques hautement spéculatives. L'agent bancaire a informé Kellen que son garant avait officiellement et brusquement retiré tout soutien. En raison de son manque de liquidité personnelle et de son terrible historique de crédit, la banque exerçait la clause d'accélération dans ses accords de prêt. Ils exigeaient le paiement intégral, soit 3,2 millions de $. Il avait 14 jours pour produire l'argent, sinon il commencerait à saisir ses comptes professionnels, ses biens personnels, et à liquider sa société de courtage. Je ne peux qu'imaginer la terreur absolue qui l'a envahi. L'arrogance, la supériorité suffisante de la veille, se sont instantanément évaporées, remplacées par la réalisation suffocante qu'il était entièrement ruiné. Dans une panique aveugle, il a fait ce que l'enfant prodige fait toujours quand il fait des bêtises. Il a appelé papa pour qu'il arrange les choses. Il a composé le numéro de Balthazar, probablement en pleurant, suppliant notre père de lui prêter de l'argent, une avance sur son héritage, n'importe quoi pour arrêter l'hémorragie. Mais Balthazar vivait son propre cauchemar. Au moment où Kellen appelait, Balthazar se tenait à la caisse du supermarché local. Il a passé sa carte de crédit premium pour payer ses courses. Refusé. Il l'a repassée, sentant le regard de la caissière sur lui. Refusé. Confus et embarrassé, il s'est écarté et a appelé la compagnie de cartes de crédit, seulement pour apprendre que le compte du bienfaiteur anonyme qui avait automatiquement remboursé ses énormes soldes pendant la dernière décennie avait été fermé définitivement. Il est rentré chez lui en panique, seulement pour trouver le facteur lui déposant une lettre recommandée de l'évaluateur fiscal du comté.
Parce que ma fiducie avait annulé les paiements automatiques de taxes foncières, un avis de défaillance avait été généré pendant la nuit. Il informait Balthazar qu'il était gravement en retard sur ses impôts et qu'une saisie était en préparation contre la maison. De plus, une deuxième lettre de son prêteur hypothécaire est arrivée, indiquant que son prêt hypothécaire principal était en défaut. Le filet de sécurité avait complètement disparu. Il chutait en chute libre et le sol se précipitait à leur rencontre à vitesse terminale. Mon téléphone a commencé à sonner à 11 heures. C'était Kellen. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran, le téléphone vibrant agressivement contre le bois d'acajou de mon bureau. Je n'ai pas répondu. Il s'est arrêté, puis a immédiatement recommencé. Les notifications se sont empilées. Un appel manqué, 5 appels manqués, 20 appels manqués. Il était désespéré. Il laissait des messages vocaux, sanglotants, exigeant de savoir ce qui se passait, me demandant si je pouvais l'aider, me suppliant de lui prêter de l'argent parce que toute sa vie s'écroulait. À midi, j'avais exactement 52 appels manqués de mon frère. Il était frénétique. Il n'avait aucune idée que c'était moi qui tirais les ficelles. Il pensait juste que sa chance avait simultanément tourné dans tous les aspects de sa vie. Il pensait être la victime d'une terrible coïncidence. J'ai pris mon téléphone. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai ouvert un nouveau message texte. J'ai tapé mon adresse personnelle, un endroit caché au fond des collines exclusives et clôturées du lac Trévis, un lieu que ni lui, ni mes parents n'avaient jamais été autorisés à visiter. J'ai joint un simple message à l'adresse « Viens ici, amène les parents ». J'ai appuyé sur envoyer. J'ai éteint mon téléphone, je me suis levé de mon bureau, et je suis descendu au garage. Le piège s'était refermé. Il était temps de montrer aux rats qui avait construit le labyrinthe. Ils sont arrivés ensemble juste avant 14 heures. Comme la Porsche de Kellen devait légalement rester garée jusqu'à l'arrivée de l'équipe de saisie, et que mes parents n'avaient pas un sou pour un taxi, ils ont été forcés de conduire la berline rouillée de 15 ans de Balthazar. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant des années, ils s'étaient moqués de moi parce que je conduisais un vieux camion. Et maintenant, face à l'anéantissement financier total, ils rampaient vers moi dans un véhicule qui semblait sur le point de se désintégrer sur l'autoroute. J'ai observé leur approche sur mes moniteurs de sécurité. Mon domaine n'est pas visible depuis la route principale. Il faut passer par 3 couches distinctes de portails de sécurité biométrique juste pour accéder à l'allée privée. Quand ils sont arrivés au premier portail massif en fer, ils ont eu l'air complètement perdus. Kellen a appuyé sur le bouton de l'interphone, sa main tremblant visiblement sur le flux de la caméra. Je les ai laissés entrer. Ils ont roulé lentement le long du chemin sinueux bordé de chênes importés et d'un aménagement paysager soigné. Quand ils ont finalement contourné le dernier virage et que ma maison est apparue, la berline rouillée s'est arrêtée complètement sur l'allée. La maison est un chef-d'œuvre architectural de 12 millions de dollars, fait d'acier, de verre et de pierre sombre, en porte-à-faux au-dessus d'une falaise face à l'eau. C'est une forteresse de richesse moderne, complètement contradictoire avec le récit qu'ils m'avaient attribué pendant toute ma vie d'adulte. Ils sont sortis de leur vieille voiture, l'air petit et incroyablement déplacé. Balthazar regardait la façade de verre de 3 étages, la bouche ouverte. Kreza serrait son sac à main si fort que ses phalanges étaient blanches. Kellen avait l'air de vouloir vomir. L'alcool de la veille avait complètement disparu, remplacé par le choc toxique d'un homme dont la réalité venait de s'effondrer. J'ai ouvert à distance les massives portes de style hangar d'avion de mon garage d'exposition principal. Les lumières LED chaudes de la galerie se sont allumées, illuminant l'espace. Ils ont lentement marché vers le garage ouvert, leurs pas résonnant sur le sol en époxy poli. À l'intérieur, parfaitement alignés, se trouvaient 5 véhicules, une Ferrari vintage, un Range Rover personnalisé, une McLaren, et, trônant au centre, baigné d'un éclairage chirurgical, la Bugatti Chiron. Une équipe de 3 mécaniciens Molsheim certifiés, en uniformes impeccables, démontait déjà méticuleusement l'avant en fibre de carbone brisée, évaluant les 850 000 $ de dommages. Kreza a cessé de marcher. Elle a regardé les mécaniciens, puis les voitures, et ensuite elle m'a vu sortir de la porte intérieure. Je ne portais ni ma flanelle délavée, ni mes bottes de travail. J'étais vêtu d'un costume Tom Ford sur mesure, d'une chemise fraîchement repassée, et d'un regard d'autorité glaciale absolue. Je tenais un épais dossier couleur chamois dans ma main droite. Les yeux de ma mère ont furtivement navigué entre mon costume et les mécaniciens. « Et Vendée » a-t-elle balbutié,
sa voix tremblante, montant d'une octave d'incrédulité. Quoi? C'est la maison de qui? Tu travailles à la sécurité ici? Ton patron t'a-t-il laissé garer la voiture de location ici? Je me suis arrêté à environ 3 mètres d'eux. J'ai regardé les 3 personnes qui avaient passé toute ma vie à me faire sentir comme rien. J'ai laissé le silence s'étirer pendant 5 longues secondes, laissant le poids de l'environnement écraser leurs suppositions. Non, maman, ai-je dit, ma voix calme, projetant clairement à travers l'immense garage. Je ne travaille pas à la sécurité ici. Je possède cette maison. Je possède ces voitures. Je possède le terrain sur lequel vous vous tenez. Balthazar a reculé d'un pas, s'appuyant contre le côté de sa berline rouillée comme si la gravité dans la pièce avait soudainement changé. De quoi parles-tu? A-t-il croassé. Tu es mécanicien. Tu as un petit atelier. J'étais ingénieur structurel aérospatial, Balthazar, les jeux corrigés froidement. J'ai vendu un brevet propriétaire il y a 15 ans pour 20 millions de dollars. J'ai transformé cela en une fortune. Je suis multimillionnaire depuis que j'ai 27 ans. Kellen avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Sa peau était pâle, d'une teinte de gris maladive. Ses yeux parcouraient le garage, absorbant l'immense richesse indéniable qui l'entourait. Mais tu conduisais ce vieux camion. Tu portais des vêtements bon marché. Tu n'as jamais rien dit. Pourquoi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que si je t'avais dit que j'avais de l'argent, tu ne m'aurais jamais respecté pour l'avoir gagné. Tu aurais juste exigé que je le dépense tout sur toi. Je voulais voir qui vous étiez vraiment quand vous pensiez que je n'avais rien. Et la nuit dernière, vous m'avez montré exactement qui vous êtes. Kellen a dégluti difficilement, un regard de réalisation désespéré l'envahissant. Et Vendée, s'il te plaît, a-t-il supplié, sa voix se brisant. Ma vie est finie. La banque réclame un prêt de 3,2 millions de dollars. La concession automobile me poursuit en justice. Tu dois m'aider. Si tu as autant d'argent, tu dois me renflouer. J'ai souri, un sourire tendu et sans humour. J'ai tapoté l'épais dossier couleur chamois contre ma jambe. Oh, Kellen, je ne vais pas te renflouer. C'est moi qui ai tout débranché. Bienvenue chez moi. Allons à l'intérieur. Nous avons une vidéo à regarder. Je les ai conduits hors du garage et dans les quartiers d'habitation principaux. Ils m'ont suivi en silence complet, leurs yeux écarquillés alors qu'ils admiraient les sols en marbre importé, les massives installations artistiques, et les vues panoramiques du lac Travis. Ils ressemblaient à des prisonniers marchant vers la chambre d'exécution. Terrifiés par ce qui allait arriver, mais complètement impuissants à l'arrêter. Je les ai emmenés dans mon bureau privé, une grande pièce dominée par un massif bureau en chêne massif et un écran de projection numérique de la taille d'un mur. Je leur ai fait signe de se tenir au centre de la pièce. Je ne leur ai pas offert de siège. Je suis allé derrière mon bureau et j'ai pris une petite télécommande. Vous êtes venus ici supplier de l'aide parce que vous pensez que l'univers vous punit soudainement, ai-je dit, en les regardant tous les 3. Vous pensez être victime de la malchance. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes victime de votre propre arrogance. J'ai appuyé sur un bouton de la télécommande. Les lumières du bureau se sont automatiquement tamisées et l'énorme projecteur s'est allumé. Je ne leur ai pas simplement montré la vidéo, je leur ai fait la vivre. J'avais acheminé l'audio via le système de son surround haute fidélité intégré dans les murs. L'écran s'est allumé en résolution 4K d'une clarté cristalline. C'était la séquence de la dashcam de la Bugatti. Elle montrait Kellen trébuchant dans sa Porsche. Kellen a tressailli, détournant le regard de l'écran, mais l'audio était impossible à ignorer. Arrête de louer des voitures bidons pour te donner de l'importance, et Vendée, la voix ivre de Kellen a retenti dans la pièce, résonnant sur les murs. Dans cette maison, tu ne seras toujours qu'un simple mécanicien. N'essaie pas de jouer dans ma cour. Puis est venu le rugissement du moteur de la Porsche, le crissement des pneus, et ensuite le craquement assourdissant et secouant du métal et de la fibre de carbone explosant à l'impact. Le son a vibré à travers les planchers de mon bureau. Ma mère a serré ses mains sur ses oreilles, les larmes lui montant aux yeux. Mais je n'avais pas fini. J'ai mis la vidéo en pause juste après l'accident. J'ai amélioré le flux audio et j'ai relancé la lecture. Oh, ne sois pas si dramatique, et Vendée. Dis simplement à la société de location qu'il y a eu une défaillance mécanique.
Ils ont une assurance pour ce genre de choses. Ne gâche pas le week-end de ton frère juste parce que tu voulais te montrer. Suivi du son clair et distinct de Balthazar et Kreza qui riaient. J'ai éteint l'écran et j'ai rallumé les lumières. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant et absolu. Vous pensiez que c'était une blague, ai-je dit, ma voix tranchant le silence comme un scalpel. Vous pensiez que vous pouviez détruire quelque chose qui ne vous appartenait pas, rire à ma figure, et partir sans une égratignure parce que c'est ce que vous avez fait toute ma vie. Les lourdes portes en chaîne du bureau se sont ouvertes derrière eux. Linder, mon avocat en gestion de patrimoine, est entré. Il portait un costume gris élégant et tenait une mallette en cuir. Il s'est approché de mon bureau et a posé 3 énormes piles de documents juridiques devant moi. Et Vendée, les dossiers sont préparés, a dit Linder professionnellement, ignorant complètement ma famille. Merci, Linder. J'ai pris la première pile de papier et j'ai regardé mon frère. La facture de réparation de la Bugatti est de 850 000 $. La compagnie d'assurance vous poursuit personnellement pour la totalité du montant. Mais ce n'est le moindre de vos problèmes. J'ai poussé la deuxième pile de papier. Ces 3 prêts commerciaux sur lesquels vous avez fait défaut il y a 5 ans, les 3,2 millions de $ de dettes toxiques. La société de capital risque anonyme qui a racheté cette dette et vous a évité la prison fédérale était ma firme. Je possède votre dette, Kellen. J'étais votre garant, et depuis 10h15 ce matin, j'ai officiellement retiré tout soutien et initié des protocoles de recouvrement agressif. Les genoux de Kellen ont fléchi. Il s'est effondré sur le coûteux tapis perçant, haletant comme s'il avait reçu un coup de poing dans la gorge. Il a saisi sa poitrine, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. J'ai tourné mon attention vers mes parents. Balthazar transpirait abondamment, son visage d'une teinte de cramoisie inquiétante. J'ai pris la 3e pile de documents. Il y a 10 ans, vous avez perdu votre fonds de retraite, Balthazar, ai-je dit, mon ton complètement dépourvu d'empathie. La banque allait saisir votre maison. Une fiducie anonyme est intervenue, a racheté l'hypothèque, et a commencé à payer vos taxes foncières et votre assurance maladie. 180 000 $ par an. Cette fiducie m'appartient. J'ai acheté votre maison. J'ai payé vos factures. Je vous ai maintenu en vie pendant que vous étiez assis à table et que vous m'appeliez un sale mécanicien. J'ai jeté les papiers sur le bureau. Le son a résonné fortement dans la pièce silencieuse. À compter d'aujourd'hui, la fiducie est dissoute. Les paiements automatiques sont annulés. Vous êtes en défaut de paiement sur l'hypothèque, et le comté met une saisie fiscale sur la propriété. Je vais saisir la maison. Vous avez 30 jours pour emballer vos affaires et quitter les lieux. J'ai regardé les 3. Les architectes absolus de ma misère d'enfant, maintenant entièrement brisés par la vérité. Je veux faire une pause ici et remercier tous ceux qui ont suivi ce chemin jusqu'à présent. Si vous regardez toujours et ressentez le poids de ce moment, laissez le mot hostile ici dans les commentaires ci-dessous. C'est un petit badge d'honneur pour montrer que vous êtes arrivé si loin, et je mettrai personnellement un j'aime et répondrai à chaque commentaire qui inclut cette phrase. Maintenant, regardons le château s'effondrer complètement. Je me suis penché sur le bureau, regardant mon frère sangloter sur le sol. Je possède tout, Kellen. Je possède ton passé. Je possède ton présent, et je viens d'annuler ton avenir. La réaction physique à une dévastation complète et totale n'est pas quelque chose que l'on voit dans les films. Ce n'est pas poétique. C'est laid, viscéral et pathétique. Kellen est resté sur le sol. Il s'est roulé sur le côté et a commencé à vomir à sec, son corps rejetant violemment la réalité de sa situation. L'alcool de la nuit précédente, mélangé à la terreur pure de faire face à plus de 4 millions de $ de dettes immédiates et à un procès massif, a brisé son système nerveux. Il gisait là sur mon tapis coûteux, frissonnant, pleurant ouvertement, émettant des bruits aigus et étouffé comme un animal blessé. Balthazar s'accrochait au dossier d'une chaise en cuir pour sa vie. Sa poitrine se soulevait. Il avait l'air d'avoir 20 ans de plus que lorsqu'il était entré dans la maison. Il fixait les documents de saisie sur mon bureau, ses lèvres bougeant alors qu'il lisait silencieusement l'avis d'expulsion encore et encore, son cerveau échouant à traiter les mots. Kreza, cependant, est allée droit à la seule arme qu'elle avait jamais su utiliser, la manipulation émotionnelle. Elle s'est précipitée, ignorant Kellen au sol, et a claqué ses mains sur mon bureau. Des larmes coulaient sur son visage, ruinant son maquillage. Et Vendée,
Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle hurlé. Sa voix était stridente et désespérée. Nous sommes ta famille. Nous sommes ton sang. Kellen est ton frère. Il a fait une erreur. Il était ivre. Tu as tout cet argent. Pourquoi nous fais-tu ça? Tu ne peux pas mettre tes propres parents à la rue. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas reculé. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ne ressentant absolument rien. Vous n'avez pas agi comme mon sang hier soir, maman, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Quand Kellen a utilisé sa voiture comme une arme pour détruire ma propriété, vous ne l'avez pas arrêté. Vous avez ri. Vous m'avez dit de ne pas gâcher son week-end. Vous l'avez protégé, exactement comme vous l'avez protégé de toutes les conséquences toute sa vie. Elle a secoué la tête violemment. Nous ne savions pas. Nous pensions que c'était une location. Nous pensions que tu faisais juste un spectacle. Ça ne devrait pas importer si c'était une location, un vaisseau spatial, ou un vélo rouillé, ai-je rétorqué, ma voix montant finalement juste d'une fraction, résonnant avec 15 ans de colère refoulée. Vous l'avez regardé commettre un crime, et vous avez ri de moi. Vous avez passé toute ma vie à vous assurer que je savais que j'étais en dessous de lui. J'étais la terre sur laquelle vous marchiez, pour qu'il puisse garder ses chaussures propres. J'ai pointé Kellen du doigt, qui était recroquevillé en position fétale, sanglotant dans ses mains. Regardez votre enfant prodige maintenant. Il a 36 ans, il est en faillite, il fait face à des accusations criminelles, et il pleure sur le sol parce qu'il doit enfin payer la facture de sa propre arrogance. Je ne vous ai pas détruit. Je ne l'ai pas détruit. Tout ce que j'ai fait, c'est de tenir un miroir et d'enlever le filet de sécurité. Vous avez creusé ce gigantesque trou noir vous-même. Je ne fais que vous y pousser. Balthazar a finalement retrouvé sa voix. Elle était faible, rauque et complètement vaincue. Et Vendée, s'il te plaît, mon fils. Nous n'avons nulle part où aller. Les pensions ne couvriront pas un nouvel appartement. Nous serons sans abri. S'il te plaît, nous sommes désolés. J'ai regardé mon père, l'homme qui avait déchiré mon chèque pour les fournitures scolaires. L'homme qui m'avait dit de rester à ma place. Vous auriez dû penser à votre retraite avant de vous tenir sur mon porche et de me dire d'accepter ma place de personne, ai-je répondu froidement. J'accepte ma place, Balthazar. Ma place est ici, dans ma maison de 12 millions de dollars, à vous regarder partir. J'ai appuyé sur un bouton sous mon bureau. 2 de mes agents de sécurité privée, des hommes massifs en costume noir sur mesure, sont entrés immédiatement dans le bureau. Escortez-les dehors, ai-je instruit les gardes, sans quitter mes parents des yeux. Ne les laissez rien toucher et assurez-vous qu'ils enlèvent cette épave de ma propriété immédiatement. S'ils résistent, appelez le shérif local et faites-les arrêter pour intrusion. Kreza a poussé un cri déchirant, tendant la main vers moi par-dessus le bureau. Mais l'un des gardes est intervenu fermement, la saisissant par le bras et la guidant. L'autre garde a tiré Kellen du sol par le col, le remettant sur ses pieds. Kellen ne pouvait même pas me regarder, sa tête était baissée, tout son corps mou dans la prise du garde. Balthazar n'a pas résisté. Il a lâché la chaise, ses mains tremblant violemment. Il m'a regardé une dernière fois, ses yeux remplis d'un mélange de terreur et d'un sentiment de regret incroyablement tardif et totalement inutile. Il a lentement baissé la tête, acceptant sa défaite absolue, et s'est retourné, sortant lentement de la porte derrière sa femme ruinée et son enfant prodige détruit. Je suis resté dans le silence de mon bureau, écoutant les lourdes portes en chêne se refermer. Le château de sable s'était finalement effondré, et la marée avait tout emporté. Le temps a une drôle de manière de solidifier la vérité. Lorsque la poussière retombe après une explosion massive, on voit enfin à quoi ressemble le nouveau paysage. 3 mois se sont écoulés depuis le jour où j'ai expulsé ma famille de mon domaine. 90 jours de silence absolu et ininterrompu de mon côté, et une spirale descendante chaotique et désespérée du leur. L'Inder me tenait informé des retombées légales et financières, me fournissant des rapports cliniques et objectifs de leur destruction. Le monde de Kellen s'est évaporé, exactement comme les calculs l'avaient prédit. La concession Porsche n'a pas seulement saisi sa voiture. Ils ont intenté une action civile pour rupture de contrat, qu'il a perdue par défaut parce qu'il n'avait pas les moyens de payer un avocat pour le défendre. Mon conglomérat d'assurance était impitoyable. Le procès de 850 000 $ pour les dommages à la Bugatti a atterri sur son bureau la même semaine que ma société de capital risque a finalisé l'appel de sa dette de 3,2 millions de $.
faisant face à plus de 4 millions de dollars de passifs immédiats et à d'éventuelles accusations de méfaits criminels, Kellen n'a eu d'autre choix que de déclarer une faillite de chapitre 7. Sa licence d'agent immobilier a été suspendue en attendant une enquête sur sa conduite financière. Son appartement de luxe l'a expulsé. Le dernier rapport que j'ai reçu de l'Inder indiquait que l'enfant prodige, l'homme qui louait des voitures de sport pour se donner de l'importance, vivait maintenant dans un motel bon marché et travaillait à temps partiel comme caissier dans un magasin d'occasion de la vallée. Enregistrant des vêtements usagés juste pour s'offrir ses courses hebdomadaires. Mes parents n'ont pas mieux réussi. Je n'ai pas cédé sur la saisie. 30 jours après notre rencontre, le shérif est arrivé chez eux et a supervisé l'expulsion. La propriété a été saisie pour couvrir les saisies fiscales et l'hypothèque en défaut. Avec leur maigre pension et leur mauvais score de crédit, ils n'ont pas pu obtenir un bail pour un appartement standard. Ils ont fini par déménager dans un petit appartement délabré d'une chambre en périphérie de la ville. Pour joindre les deux bouts et payer leurs services publics de base, Balthazar, un homme qui était à la retraite depuis une décennie, a dû prendre un emploi d'emballeur de courses dans un supermarché local. Kreza a trouvé du travail en répondant au téléphone pour un service de taxi local. Le filet de sécurité invisible avait disparu, et la gravité avait finalement fait son œuvre. Quant à moi, ces 3 mois n'ont apporté que la paix. La Bugatti a passé 8 semaines dans une installation spécialisée. Ils ont fait venir des composants de fibres de carbone de remplacement directement de l'usine en France. Ils ont recalibré les capteurs, remplacé les boîtiers LED sur mesure, et poli la peinture jusqu'à ce qu'elle ressemble à du verre liquide. Quand le camion de transport l'a finalement ramené à mon garage, il n'y avait pas une seule égratignure. L'intégrité structurelle avait été parfaitement restaurée. C'était un mardi après-midi quand mon téléphone a vibré sur mon bureau. J'ai regardé l'identification de l'appelant. C'était un numéro inconnu, mais mon logiciel de sécurité a instantanément tracé l'origine. C'était Kellen qui appelait depuis un téléphone jetable prépayé. J'ai hésité à ignorer l'appel, mais la curiosité l'a emporté. J'ai tapoté l'écran et l'ai mis sur haut-parleur, m'adossant à ma chaise en cuir. « Allô » ai-je dit doucement. Évandé, la voix de Kellen a traversé le haut-parleur. Il semblait creux, épuisé, dépouillé de toute l'arrogance qui le définissait autrefois. « S'il te plaît, ne raccroche pas, donne-moi juste 30 secondes. »« Tu as 20 secondes, ai-je répondu. Il a pris une respiration rauque. J'ai touché le fond, mec. J'ai tout perdu. Je travaille dans le commerce de détail. J'ai $50 en tout et pour tout. Papa et maman ont du mal à payer l'électricité. Je sais que je mérite ça. Je sais que j'ai été un monstre avec toi, mais je te supplie, en tant que ton frère. J'ai juste besoin d'un petit prêt, $5000, juste pour avoir un appartement décent, afin que je puisse essayer de trouver un vrai travail. Je signerai n'importe quel contrat que tu voudras. Je te rembourserai avec intérêt. S'il te plaît, si je me noie. Je l'ai écouté supplier. Il y a 15 ans, je me serais senti coupable. J'aurais fait le chèque. Mais je n'étais plus le mécanicien. J'étais l'ingénieur. Une défaillance structurelle ne peut pas être réparée en appliquant simplement une nouvelle couche de peinture sur la fissure. Kellen, ai-je dit doucement. Tu dois arracher les pièces pourries et construire une nouvelle fondation à partir de zéro. Je ne te donnerai pas un seul dollar. Tu dois apprendre à survivre dans le monde réel, tout comme tu m'as dit de le faire. Évandé, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai raccroché. J'ai recherché son numéro jetable sur mon logiciel de sécurité, je l'ai bloqué de manière permanente, et je l'ai signalé sur l'ensemble de mon réseau. La conversation était terminée. La forme la plus vraie du pouvoir n'est pas la capacité de détruire quelqu'un. C'est la capacité de s'éloigner de sa destruction sans ressentir la moindre once de regret. Je suis descendu au garage plus tard ce soir-là. Le soleil du Texas se couchait, projetant de longues ombres dorées sur le sol en époxy poli. La Bugatti était assise au centre de la pièce, immaculée, agressive et de nouveau entière. J'ai passé ma main sur le capot lisse en fibre de carbone, là où se trouvaient autrefois les fissures brisées. La réparation était impeccable. En ingénierie, nous parlons de résilience. C'est la capacité d'un matériau à absorber de l'énergie lorsqu'il est déformé élastiquement, puis, lors du déchargement, de récupérer cette énergie. Ma famille m'avait appliqué d'énormes pressions toute ma vie.
Ils ont essayé de déformer mon caractère, mon ambition et mon estime de soi. Ils voulaient que je me plie à leur récit pour qu'ils puissent se sentir plus grands. Mais je n'ai pas cédé. J'ai absorbé la pression. Je l'ai utilisée pour bâtir un empire dans l'ombre. Et quand le moment a été venu, j'ai relâché toute cette énergie accumulée directement sur eux. Couper les ponts avec une famille toxique est un concept terrifiant pour beaucoup de gens. La société nous dit que le sang est plus épais que l'eau, que la famille est tout, qu'il faut pardonner et oublier, peu importe à quel point on est maltraité. Mais c'est un mensonge conçu pour maintenir les victimes piégées dans le cycle. Le sang ne signifie absolument rien si les personnes qui le partagent l'utilisent comme excuse pour vous saigner à blanc. Il ne me manque pas. Les dîners de fête gênants et suffocants ne me manquent pas. Les commentaires passifs-agressifs sur mes vêtements ou mon travail ne me manquent pas. Je n'ai pas envie de voir mes parents rayonner de fierté pour un frère qui n'était rien de plus qu'un parasite portant un costume de location. Je me sens incroyablement léger. Ma vie est tranquille, sécurisée et entièrement mienne. Le domaine semble plus chaleureux maintenant que les fantômes de mon passé ne hantent plus les confins de mon esprit. Pas plus tard qu'hier, Linder est venu à mon bureau pour notre revue trimestrielle de notre portefeuille. Après avoir terminé les affaires principales, il a fermé son dossier, retiré ses lunettes et m'a regardé avec un rare moment d'hésitation personnelle. « Et Vendée ?» a-t-il commencé avec précaution. « J'ai reçu un rapport de l'enquêteur privé qui surveille la situation de vos parents. Ils ont beaucoup de difficultés. Les salaires du supermarché couvrent à peine leur loyer. Ils dépendent fortement des banques alimentaires pour leur repas. Je nous ai versé à tous les deux un verre de bourbon. Et quel est votre point, Linder ? » Il a soupiré. Nous pourrions établir une très petite microfiducie, très compartimentée. Quelques centaines de dollars par mois distribués anonymement via des cartes cadeaux de supermarché. Cela garantirait qu'il ne meure pas de faim, et il ne saurait jamais que cela vient de vous. C'est une goutte d'eau dans l'océan pour votre portefeuille. J'ai tenu mon verre de bourbon, regardant le liquide ambré capter la lumière du soleil couchant. J'ai pensé à Balthazar tenant son verre de vin sur le porche, riant pendant que ma voiture était détruite. J'ai pensé à Crésa me disant de ne pas gâcher le week-end de Kellen. J'ai pensé aux 15 ans de silence, aux 15 ans à être traité comme un distributeur automatique déguisé en mécanicien. J'ai regardé Linder. Non, ai-je dit simplement, qu'ils subissent les conséquences. Mais je veux vous laisser la parole, à vous qui avez écouté toute cette histoire. Linder pense que je devrais montrer une petite parcelle de miséricorde pour mes parents âgés juste pour les nourrir, malgré le fait qu'ils aient ri de ma destruction et aient permis les abus de mon frère pendant des décennies. Une partie de moi comprend sa logique, mais l'autre partie de moi se souvient du son de ses rires dans l'allée. Qu'en pensez-vous ? Dois-je créer ce fonds d'épicerie anonyme et leur accorder un peu de grâce, ou dois-je les laisser dans l'obscurité pour qu'ils apprennent la leçon qu'ils ont passé toute ma vie à essayer de m'enseigner ? Faites-moi part de vos pensées honnêtes. Et si vous avez déjà dû faire un choix brutal pour couper les ponts avec un membre de votre famille toxique, partagez votre histoire dans les commentaires. Nous lisons chacun d'eux. Si cette histoire vous a touché ou vous a aidé à vous sentir moins seul dans vos propres luttes familiales, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires vraies sur la façon de s'affirmer. Merci d'être là et ne laissez jamais personne vous faire vous excuser de protéger ce que vous avez construit.